Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV, nouvelle formule spéciale 2016, spéciale 2 semaines en une, vu que maintenant l'Hebdo JV c'est toutes les 2 semaines, mais ça s'appelle toujours l'Hebdo JV parce qu'on trouvait ça joli et parce que ça en fait le premier hebdo bimensuel du PAF et on en est assez fiers. Aujourd'hui, on va parler, entre autres et en vrac, de Blade & Soul, de Fire Emblem, de Devil May Cry 4, de Hyrule Warriors, mais aussi d'intelligence artificielle et de General Game Playing, avec Jean-Noël Vito, notre invité, merci d'être venu. Nouvelle formule ou pas, certaines choses ne changent jamais et donc on va continuer à commencer par les news. Donc les news de la semaine, enfin des 2 dernières semaines, enfin les news de la moitié du mois, enfin vous voyez ce que je veux dire. Aymeric, sauve-moi s'il te plaît, commence vite ton actu sur Hyrule Warriors Legends. Donc effectivement, je parlais de Hyrule Warriors Legends, donc qui va sortir le 24 mars en Europe. Ouais. Et donc il y a déjà en fait la démo qui est disponible. C'est la version 3DS. C'est la version 3DS de Hyrule Legends Warriors, excuse-moi, donc le Musou qui était sorti il y a quelques temps maintenant sur Wii U. Et donc c'est une vidéo qui a été postée par un utilisateur qui s'appelle Tillman Domination et c'est un comparatif sur YouTube et c'est un comparatif des performances des versions démo, des versions 3DS et des versions New 3DS du jeu. Ouais. Et en fait, ce qui est assez flagrant dans cette vidéo, c'est qu'on se rend compte que c'est limite 2 jeux différents. C'est le même jeu, mais sur une plateforme ou sur l'autre, il n'y a pas le même nombre d'ennemis, c'est pas fluide de la même manière. Bref, je trouve que c'est assez flagrant. On avait déjà vu les différences entre New 3DS et DS sur d'autres jeux, par exemple Super Smash Bros. On se rendait compte que les temps de chargement étaient moins longs sur New 3DS que sur 3DS. Mais là, je crois que c'est la première fois qu'on a des différences aussi flagrantes, quoi. Et pour moi, alors c'est un problème. J'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question, pour être très honnête, mais ça me gêne un petit peu. Moi, ça pose pour moi le problème des demi-générations. C'est le fait d'avoir en fait sur une même génération de consoles, donc la 3DS, des hardware qui sont totalement différents. Et là, je parle pas forcément que de différence au niveau du confort, avec une luminosité qui serait plus agréable, une batterie qui serait plus longue. Moi, ça me pose problème parce que même si j'ai pas envie forcément de me lancer dans Hyrule Legends, c'est pas un jeu qui me tente. Ouais. Ça me gêne de savoir que si je l'achetais, j'aurais une version inférieure à la version de 3DS. Et donc le fait par principe. Par principe, effectivement. Révolté par principe. Bah ouais, par principe, je sais. Il faut, c'est bien. Et pour moi, en fait, ce problème, en fait, comment dire, si ça se multiplie, si on commence à avoir des demi-générations de consoles et pas des générations de consoles, on perd l'avantage d'une console qui est d'avoir pour moi un hardware qui est plus ou moins stable. Je mets de côté évidemment tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la batterie, la luminosité, oui, si ça peut s'améliorer, normal, moi je suis totalement pour. Mais pour moi, une console, l'avantage par rapport à un PC, c'est d'avoir un hardware simple, stable, et qui soit le même pour tout le monde, que les performances soient les mêmes pendant un certain nombre d'années. Et le fait qu'il fasse ça, pour moi, ça met des gens de côté qui ont eu la 3DS normale et qui n'ont pas forcément envie d'acheter la New 3DS. Ouais, effectivement, c'est un peu les doutes qui avaient été émis dès l'annonce de la New 3DS et de ses caractéristiques. C'est un peu frustrant, je comprends, pour les gens qui ont une 3DS toute simple, une old 3DS. Ouais. Mais je me dis aussi que si tu as acheté en connaissance de cause une New 3DS pour laquelle on t'a promis de meilleures performances, il faut qu'elle se voit ces performances. Enfin, il faut que ce gain de performance soit justifié par les jeux. Et donc, d'un certain côté, je serais frustré en tant que possesseur de New 3DS s'il n'y avait pas de vraies améliorations dans les jeux qui sortent dessus. Mais en gros, quelle que soit la config, il y aura eu frustration de quelque part, quoi. Bah, je pense, ouais. Ouais. C'est triste. C'est triste, quand même. Alors que si tu sors effectivement des consoles, ça c'est une nouvelle génération et puis on discute plus. Voilà. T'as peut-être plus ce genre de problème qui se pose. C'est vrai. Oui, là le problème, c'est comme tu disais, c'est que c'est une demi-nouvelle génération. C'est pas une nouvelle console entièrement, il n'y a pas tant de jeux exclusifs, il n'y a pas tant de jeux qui profitent vraiment non plus de cette... Il y a eu Zelda Majora's Mask, et puis même par le passé sur les consoles Nintendo, il y a déjà eu des différences au sein d'une même génération, il y a eu la Game Boy Color, mais pour moi c'était assez cosmétique, tu vois. Bon, tu viens de prendre position sur la Game Boy, le Game Boy. J'ai toujours dit là. Je désolidarise. J'ai toujours dit là. Je crois que théoriquement on est censé dire moi c'est juste comme ça, juste parce que je trouve que c'est plus joli à dire. Jean-Noël, toi, team la Game Boy ou team le Game Boy?
J'ai toujours dit là. Là, voilà. Majorité de là, on va rester là sur la Game Boy. Mais oui, Nintendo a régulièrement fait effectivement ces nouvelles versions de consoles, mais jusqu'ici ça ne changeait pas aussi radicalement que pour la New 3DS, effectivement. Ou le New 3DS peut-être, je ne sais pas. On va passer à toi, Médoc, qui t'apprête à t'équiper d'un PC de combat bientôt, et du coup tu retombes un petit peu dans tes vieux démons. C'est ça. Y compris le MMORPG. Donc tu vas nous parler de Blade and Soul. Écoute, je te sens un petit peu perturbé. Le temps de te remettre, on va regarder un petit trailer du jeu pour voir de quoi ça parle un petit peu. Peggy 16. Il faut croire que tu n'étais pas faite pour accomplir de grandes choses. Tu es notre dernier espoir. Arrête-la. Arrête, Jin Soo-yoon. Alors il apparaîtra. Le guerrier qui porte la marque de la rose noire. Le chi impur s'étend. Ce combat n'en finira jamais. Avec nos pouvoirs combinés, nous pouvons sûrement arrêter Jin Se-yoon. Oui, la haine. Venge-toi. Tue-les tous. Voilà, donc Blade and Soul, MMORPG coréen, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc je vais parler de ce MMORPG coréen. Pourquoi déjà parce que c'est sorti cette semaine là. Ouais, donc, le 19, si voilà, je ne me trompe pas. donc c'est déjà une raison. Ouais. Et d'ailleurs, normalement, là, ce qu'on s'est maté, c'était le trailer de lancement. Tout à fait. Et puis aussi parce que le jeu a des features intéressantes. Bon, il est joli, il y a des trucs On agréables. va juste préciser avant que tu rentres dans les features, tout ça qu'il est sorti donc récemment en France, mais que Oui, ça fait évidemment. un certain temps qu'il est sorti en Corée et il a été annoncé pour la première fois en 2008. Donc c'est un jeu dont on entend parler depuis très longtemps et qu'on attend depuis très longtemps. Il a presque fait une Versus 13. Hein, C'est c'est-à-dire, ça. on nous en a parlé il y a 7 ans et puis plus tard. Et voilà. Et c'est NCSoft qui est derrière, donc plus exactement Team Bloodlust, en fait, c'est une de leurs divisions. Et NCSoft, c'est quoi? C'est Guild Wars, c'est Iron, c'est Lineage, je sais pas comment tu dis, Lineage. Voilà, il y a une certaine expertise dans le domaine. Et donc, juste pour info, dans la Team Bloodlust, il y a Young Tae Kim. Oui. Voilà, pour ceux qui connaissent Cara Design. C'est le directeur artistique de la division. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est Cara Design sur Magna Carta, par exemple. C'est lui, les filles avec des gros... Les filles avec des corps qui n'existent Voilà, pas. qui n'existent pas. Le Blade and Soul, donc, il s'inscrit un petit peu dans cette mouvance de MMO, donc principalement coréen, qui veulent s'émanciper un peu d'un style de statisme dans les combats. C'est-à-dire un petit peu à l'image du Black Desert dont on avait parlé ici d'ailleurs. Voilà, là ça bouge, là ça se déplace rapidement dans les combats qui reposent sur des combos. Donc voilà, on nous les vend presque comme du Soul Cal en fait, du Soul Calibur. Parce que combat c'est comme ça que il est advertisé le truc. Et donc ça fait fi du tab targeting, par exemple, Kevin. Tab targeting, si tu l'expliques mieux que moi. Le tab targeting, c'est le système qu'on a dans les MMO qui marchent le mieux, c'est-à-dire World of Warcraft, les FF11 et 14 aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu cliques sur un ennemi, ton personnage va l'attaquer automatiquement généralement. T'as des compétences avec des cooldowns effectivement, et on appelle ça comme ça parce que en gros, dans ces jeux-là, le plus gros enjeu, généralement, consiste à changer de cible en appuyant sur Tab au bon moment.
Et c'est un petit peu statique comme style de jeu. Et c'est pour ça que bon ben voilà, avec des jeux comme Black Desert ou celui-là en l'occurrence, bon ben ça bouge plus, on tient plus compte des mouvements, c'est plus dynamique. Actif, c'est-à-dire qu'on attend moins que des cooldowns finissent pour lancer son attaque, on va plus lancer des suites d'attaques comme tu dis, c'est des combos, voilà. Alors l'ambiance proposée ici, donc c'est définitivement orienté arts martiaux. Hein. Donc si t'aimes bien les Wong Shifu, Li Mubai et compagnie, voilà, c'est susceptible de t'intéresser. C'est du free-to-play. Ouais. Maintenant, t'as évidemment la possibilité de dépenser des sous pour des items cosmétiques, évidemment. C'est important. Toujours. Pour le cosmétique, alors non, tu peux aussi être membre premium, c'est-à-dire t'abonner tout simplement. Auquel cas, bon, t'as le statut de membre premium. Et tu as accès à un paquet d'avantages, pour le coup. Bonus d'XP, des meilleures récompenses à l'issue des quêtes, plus de place dans ton inventaire, des cooldowns moins longs pour certaines de tes skills, des prix préférentiels dans les magasins, enfin... Si je me plante pas, les cooldowns moins longs, ça concerne des skills du genre la course ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que ça n'influe pas sur le... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et aussi la récupération de ton chi qui se fait plus vite quand t'es premium au fil de... Chi étant ta barre d'énergie évidemment tout pour déclencher des coups. Voilà. Alors d'après les premiers tours, on n'est pas encore dans une config pay to win, mais très clairement l'option premium est beaucoup plus confortable en fait, à tous les niveaux. Voilà, ça s'appelle Blade & Soul, ça vient de sortir sur PC. Tu y as joué un peu toi? Oui, ça aurait dû s'appeler Blade & Seoul si c'est coréen. Ah, elle est pas mal celle-là. Allez, et bonne année 2016. Ouais. Oui, j'y ai joué un petit peu effectivement et c'est sympa, mais ce qui lui fait beaucoup de mal, je trouve, c'est que la bêta de Black Desert Online est passée par là il y a pas très longtemps. Et Black Desert Online propose à peu près le même genre de choses, c'est-à-dire cette émancipation du tap targeting et tout ça, mais le fait de manière un peu plus convaincante pour l'instant, je trouve, parce que c'est peut-être un jeu qui date pas de 2012. Black Desert Online, il a ça pour lui, il est beaucoup plus joli, tout ça, plus dynamique. Donc bon. Je m'amuse sur Blade & Soul. Il y a déjà cette possibilité de faire des sauts et puis de planer comme dans Tigre et Dragon. C'est quelque chose. C'est une feature. Est-ce que ça fait de la poussière quand tu mets des coups? Non, pas quand tu mets des coups, mais quand tu important. cours, ça fait de la poussière derrière. Super important. C'est vrai que c'est important. Donc voilà, Blade & Soul, va falloir attendre un petit peu pour voir ce que ça donne sur la durée. Évidemment, c'est des MMO, c'est dur de juger à la sortie comme ça, à quelques jours de la sortie. Moi, je vais parler de Fire Emblem Fates. Donc le prochain Fire Emblem qui doit sortir sur 3DS dans le courant de l'année 2016 en France, le 19 février aux États-Unis et qui est déjà sorti depuis juin dernier au Japon. J'en parle parce que Nintendo a annoncé récemment qu'ils allaient supprimer un dialogue de des versions américaines et européennes. Ils vont supprimer tout un dialogue du jeu. C'est un dialogue qui a fait polémique dans la version japonaise depuis quelque temps déjà, ça fait quelques mois qu'on en entend parler. Ce dialogue, il concerne Soleil, qui est une guerrière dans le jeu, ouvertement lesbienne. Elle est ouvertement lesbienne et dans le cas où tu contrôles un protagoniste masculin, où tu as choisi en début de partie de contrôler un homme, tu peux quand même te marier avec elle dans une manière qui rappelle un petit peu ce qu'on faisait déjà dans le précédent Fire Emblem, les mariages, tout ça. Donc déjà, bon, c'est bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il peut se marier avec elle grâce à un stratagème qui implique une poudre magique glissée dans un verre. Et cette poudre a pour effet de modifier la perception que tu as du sexe des gens avec qui tu parles. C'est-à-dire qu'un homme devient une femme, enfin, t'apparaît comme une femme, et vice-versa. Donc ça évoque à la fois le roufi et l'homosexualité comme quelque chose que tu pourrais soigner. Une maladie que tu pourrais soigner. Donc c'est doublement chaud, c'est faux, c'est pas bien du tout. Sauf que on peut trouver ce dialogue un peu partout sur YouTube. Encore une fois, le jeu est sorti il y a un certain nombre de temps au Japon. Et à mon avis, il faut apporter une toute petite nuance à certaines choses. C'est-à-dire que bon, la poudre, elle a bien été glissée dans le verre à l'insu de la personne. Là, on reste sur la thématique roufie, ça reste extrêmement chaud. Mais dans le dialogue, en fait, c'est révélé immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un piège au début, mais très vite, le héros dit à Soleil, il lui dit « Ah non, j'ai mis cette poudre dans ton verre, c'est une poudre magique que une sorcière m'a filée, quelqu'un de ta team, je crois. Et j'ai fait ça parce que tu m'as dit, c'est vrai, Soleil le dit plutôt, que tu es très mal à l'aise avec les filles. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait s'entraîner. Moi, là, tu me vois comme une fille. Du coup, mais tu me connais bien, donc on s'entraîne, tu me parles un petit peu, et puis peut-être que ça va te débloquer. C'est très bête. Pour s'entraîner, pardon? Pour s'entraîner à parler avec une fille, parce que elle a des problèmes, elle est timide.
ce genre de personnage d'animé, je suis timide devant les gens. Donc, ça reste très bizarre. Mais ensuite, une fois que tu te maries avec elle, en gros, Soleil, elle reste lesbienne. Tu ne l'as pas, il n'y a pas de la notion de je t'ai fait changer. Il n'y a pas de la notion de genre l'homosexualité, c'est un truc que tu peux décider comme ça, et puis d'un coup, non, en fait, je m'étais trompé. Cette notion n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que Soleil admet que c'est pas mal en voyant pour la première fois le héros comme une fille, qu'elle découvre des sentiments qu'elle a pour lui. Elle se marie avec lui, mais c'est une sorte d'exception, si tu veux. Elle reste lesbienne, elle reste gênée et attirée par les filles en règle générale. Le héros devient une exception. C'est bizarre, mais je trouve que derrière ça, il y a l'idée du fait de pouvoir tomber amoureux d'une personne sans considération de son genre ou même de son sexe. Et ça, je trouve pas ça forcément tout à fait problématique. Je trouve ça même plutôt sain comme discours. Bah ça, en tout cas, ça arrange du coup presque tout le monde au final. Oui, ça arrange tout le monde. On sent bien que derrière ça, il y a le côté il faut pouvoir avoir une relation avec elle, c'est un personnage masculin. Et de toute façon, cette scène-là reste problématique à plein de niveaux. On l'a vu, il y a ce côté poudre dans un verre à l'insu de la personne, c'est n'importe quoi. Et il y a de toute façon, oui, cette idée quand même de traitement de l'homosexualité au minimum très maladroit, très maladroit. Donc en fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est que Nintendo ait annoncé le fait de retirer ce dialogue-là. Et alors, on va entendre parler, on a déjà entendu parler, des gens qui disent « Ah, censure, comment on peut pas profiter de nos jeux vidéo, tout ça ?» Oui, peut-être, si vous voulez. C'est vrai que c'est de l'autocensure en l'occurrence, puisque c'est Nintendo qui prend lui-même la décision de l'enlever, ce dialogue. On peut considérer ça comme de l'autocensure si vous voulez. On peut considérer ça comme lâche parce que ça n'assume pas ce qui a été fait. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que le courage, il est dans la remise en question et dans le fait de pouvoir dire « Ah, peut-être que ça peut poser problème. On est désolé, on retire ce dialogue. » Le jeu vidéo le fait de plus en plus, on en entend de plus en plus parler ces derniers temps. Alors, bien sûr qu'on peut regretter d'avoir des bouts de jeu enlevés ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est plutôt sain pour le média. En règle générale, c'est quelque chose qu'il faut faire au bout d'un moment. C'était pas le plus mauvais bout qui a été enlevé aussi. C'est ça, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui a été enlevé. Je trouve pas ça très grave et oui, je trouve ça plutôt sain de se poser ce genre de questions. Je sais pas ce que t'en penses, Mehdi. Non, juste en premier lieu, ils ont décidé de mettre un personnage dans ta team, une lesbienne, donc déjà... Ça part de parce que Nintendo, c'est pas la première fois qu'on leur a fait ce genre de reproche. Dans le précédent Fire Emblem, pas de relation homosexuelle. Oui. Dans Tomodachi Life, je sais plus, un jeu aussi, où on leur avait reproché la même chose. Donc ils se posent ce genre de questions. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a un style d'évolution quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, tu te contentes de prendre, tu sais que ça va lentement, petit à petit, vas-y, ça on va prendre et puis on verra pour la suite. Voilà, c'était ma news Fire Emblem Fates. On va maintenant regarder une critique, et c'est celle de Devil May Cry 4, c'est-à-dire un jeu assez vieux, mais dont j'avais envie de parler. Et ça se résume à ça, la critique de Devil May Cry 4 Special Edition. Ne bougez pas, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas en train d'imaginer les séquences qui défilent à l'écran, vous êtes bien devant la critique de Devil May Cry 4. C'est-à-dire un jeu datant de 2008, ou plutôt de juin 2015, puisque l'on parle ici de sa Special Edition, sortie en juin 2015 donc, sur Windows, PS4 et Xbox One. Dans un cas comme dans l'autre, ça remonte quasiment à la préhistoire, à l'échelle de l'actualité frénétique du jeu vidéo. Et si on était passé à côté de la sortie du jeu l'année dernière, en plein tumulte de l'E3, il se trouve que certaines soldes vaporeuses de Noël m'ont remis le nez dedans, par les forces mêlées d'un prix attractif, de promesses de haute résolution et de souvenirs émus. Et après y avoir consacré une partie déraisonnable des vacances de Noël, deux constats ont fini par s'imposer naturellement. Le premier peut se résumer en quelques mots. Quel foutu bon jeu! Le second découle à la fois du premier et d'une certaine forme de malhonnêteté. Il allait nécessairement falloir parler du jeu à l'antenne, parce qu'il est excellent donc, mais aussi parce qu'il était absolument hors de question d'y avoir consacré autant de temps sans le rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Et tant pis s'il faut remonter à juin dernier ou à 2008 pour y trouver une justification. Tant pis si une critique du titre a déjà été diffusée à l'antenne. En voici une nouvelle, parce qu'on ne parlera jamais assez de Devil May Cry 4, et parce que ça me fait du bien aussi. Alors ne bougez pas, ne paniquez pas, ceci est un hold-up.
Il y a quelque chose de sain dans le fait de revenir sur Devil May Cry 4 assez longtemps après sa sortie. Parce qu'à première vue, c'est-à-dire après un certain nombre d'heures de jeu et une aventure intégralement finie, on n'en a finalement eu qu'un aperçu. Un aperçu pas forcément très reluisant d'ailleurs. Très classique dans sa forme à l'échelle de la série, ce 4e épisode a choisi d'introduire un nouveau personnage principal, Nero, qui vole la vedette au célèbre Dante pendant une bonne moitié du jeu. L'autre moitié, quant à elle, se joue bien avec le fils de Sparda, mais ne propose visiblement pas grand chose de plus qu'une deuxième visite de chaque niveau et un nouvel affrontement contre chaque boss. C'était assez surprenant et décevant en 2008, à la sortie du jeu. Et ça peut encore l'être aujourd'hui sur la Special Edition, dont le 1080p rutilant et le 60 fps impeccable peinent de plus à faire oublier qu'entre DMC4 et 2015, il y a eu 2 Bayonetta. La caméra capricieuse, les décors parfois un peu vides et la variété toute relative des environnements et des ennemis peinent à rivaliser avec tout ce qui habille la série de Platinum. Et c'est sans parler du scénario et de l'ambiance générale qu'on choisira évidemment de ne pas prendre au sérieux pour s'éviter de nombreux maux de crâne. Tout ça n'enlève évidemment pas au jeu son feeling caractéristique, bien qu'assez rigide, ainsi que son côté grand spectacle accessible et agréable pour peu qu'on y soit réceptif. Mais au mieux, ça ne fait de Devil May Cry 4 qu'un jeu sympa, un bon jeu tout au plus, qui aurait bien du mal, au hasard, à parasiter des vacances de Noël et à se trouver une place dans le carré VIP des critiques de No Life des mois après sa sortie. Seulement, cette première aventure bouclée marque la frontière entre 2 mondes. Entre celui du public occasionnel, ou casual, puisque telle est l'expression consacrée, pour qui DMC4 est donc presque condamné à être médiocre, et celui de tous les autres. Le monde des joueurs et des joueuses convoqués par un système de score dont découlent 1000 sucreries. Ces gens-là ne se satisferont pas d'une partie finie en mode facile ni même normal, appelée ici humain et chasseur de démons. Ils n'attendent que les sections Fils de Sparda, Dante doit mourir et autres Enfer ou Paradis, où les ennemis sont de plus en plus nombreux et coriaces, pour en finir toutes les missions au rang S, quitte à chacune les recommencer un nombre incalculable de fois. Car le score dans Devil May Cry 4 est calculé à partir de 3 facteurs. La rapidité, l'exploration et le combat. C'est-à-dire que pour obtenir la note maximale à la fin d'une mission, il faut la finir vite, récolter la majorité des sphères rouges qui y sont cachées et décimer les ennemis de manière efficace et classe, c'est-à-dire efficace. Et si les 2 premiers objectifs sont assez facilement atteignables malgré leur côté presque antinomique, le 3e nécessite de plonger dans un système de jeu infiniment plus riche et profond qu'il n'y paraît. Et plus on s'enfoncera dans ses méandres, plus Devil May Cry 4, comme ses prédécesseurs mais sûrement encore un peu plus, deviendra absolument fou. S'investir sérieusement dans Devil May Cry 4 revient à peler petit à petit les multiples couches qui protègent un fruit délicieux. La première est accessible à tout le monde. Elle nous présente un système de combat axé autour d'armes de corps à corps et à distance, dont le maniement correct forme des combos qui rapportent des points de style comptabilisés en fin de niveau. Nero possède une épée et un pistolet, ainsi qu'un bras démoniaque qui lui permet d'attirer les ennemis vers lui ou de les saisir pour les blesser. Dante, de son côté, manie différentes armes et peut alterner entre 5 styles aux fonctions et aux possibilités variées. Beaucoup trop pour que leur secret soit contenu dans la première couche du système. La plupart des gens se contenteront de trouver 1 ou 2 armes de prédilection et très éventuellement de jongler entre les styles entre certains combos. Mais bien évidemment, ces armes et ces styles ne demandent qu'à être rassemblés dans des enchaînements uniques pour révéler tout leur potentiel. Tout comme l'épée de Nero ne s'utilise correctement qu'en prêtant attention à sa fonction de charge, qui permet d'augmenter les dégâts et même de modifier certains coups quand on appuie sur le bon bouton au moment précis d'une attaque. C'est peut-être là que se situe la 2e couche de Devil May Cry 4, au moment où l'on a acheté toutes les améliorations des personnages, qu'on commence à cerner leur potentiel et à comprendre certaines de leurs mécaniques. À maîtriser son placement ainsi que celui des ennemis surtout, puisqu'il s'agit bien du nerf de la guerre de DMC4. À ce stade, rester 10 secondes en l'air avec Nero ou exécuter un combo qui mélange 2 styles de Dante relève de l'exploit hautement gratifiant. Et pourtant, à peine commence-t-on à maîtriser ces nouveaux éléments que d'autres font leur apparition. On entre alors dans le domaine des frames, des cancels et du buffering. Des notions très pointues, souvent associées aux jeux de combat, qui ouvrent ici un monde entier de possibilités.
Chaque personnage peut par exemple annuler une attaque en l'air par un saut appuyé sur un ennemi, ce qui a pour effet de remettre le compteur de double saut à 0. Nero peut ainsi rester indéfiniment en l'air pendant qu'il attire les ennemis à lui et qu'il charge un tir surpuissant au pistolet. Dante, de son côté, y ajoutera l'alternance entre ses différents styles et armes, ainsi que le boost de dégâts occasionné par une transformation en démon effectuée au bon moment. Et alors que l'on manie déjà des mécaniques très complexes, ça n'est que le début. Car ces premiers cancels en cachent d'autres et qu'on devra rapidement, avec Dante en particulier, enchaîner un nombre complètement dingue d'inputs à la seconde pour exécuter les techniques les plus avancées. Tellement avancées en fait qu'elles sont réservées à une poignée d'élus très restreinte. À vrai dire, leur maîtrise n'est même pas requise pour obtenir le rang S dans chaque mission de chaque mode de difficulté ou boucler le terrible palais sanglant. Mais le simple fait que ces techniques existent et qu'elles soient maniées à merveille par certaines personnes reste tout à fait crucial pour le joueur impliqué. Elle lui offre un but perpétuel, poursuivi au fil de très nombreuses heures de recherche et d'entraînement, ponctuées de petites avancées délicieuses. Et la récompense contenue dans chacune de ces avancées est une liberté de plus en plus grande, qui permet à chacun de s'exprimer de mieux en mieux au fur et à mesure de sa compréhension du jeu. À première vue rigide et assez fermé, le système de Devil May Cry 4 s'avère en réalité incroyablement ouvert. C'est un moteur de créativité qui invite les joueurs à le retourner dans tous les sens possibles et imaginables pour faire des choses qu'ils pensaient complètement impossibles. À ce stade, la note de style n'est plus un souci depuis longtemps. Seul compte l'esthétisme et la performance, mêlés en ce qui est quasiment devenu un moyen d'expression. Et c'est superbe, car le jeu nous met alors dans une position tout à fait similaire à celle des personnages principaux, qui ne parlent vraiment que par le combat et la violence. Les manipulations demandées sont tellement complexes qu'une fois devenues automatiques à force d'entraînement, elles font de leurs auteurs de véritables Dante ou Nero au niveau de conscience supérieur, dont l'éventuel frime serait on ne peut mieux justifier. C'est la délicieuse récompense que promettent tous les Devil May Cry, et le 4 en particulier, à celles et ceux qui voudront bien s'y investir. Et finalement, même la première partie potentiellement décevante va déjà dans ce sens-là. En proposant une aventure coupée par un miroir qui sépare un héros assez simple à prendre en main et qui attire les ennemis vers lui, et un Dante beaucoup plus complexe qui se téléporte d'un monstre à l'autre, cette première aventure est en réalité un très bon tutoriel pour la suite. Le fait qu'il soit impossible de se payer toutes les techniques de chaque personnage en un run complet incite de son côté à aller voir un peu plus loin, un peu plus profond. Et quand la Special Edition de 2015 ajoute à tout ça 3 personnages, en l'espèce de Trish, Lady et Virgil, un nouveau mode de difficulté encore plus cruel, ainsi qu'une fonction de boost qui augmente la rapidité du jeu de 20%, elle ne fait que repousser les limites du loin et du profond. Peut-être pas tout à fait aussi travaillée et complexe que la paire Nero et Dante, Lady et Trish restent une alternative tout à fait plaisante, intéressante et surtout différente à jouer. Tandis que Virgil a tout ce qu'il faut pour être creusé, tourné et retourné dans tous les sens. Ces bonus, dont on se passait très bien en 2008, aident aujourd'hui à justifier une nouvelle plongée dans Devil May Cry 4, qui, comme on l'a dit plus haut, se paye en plus le luxe d'une nouvelle version très propre et fluide. Et c'est très bien, mais c'est presque superflu. Parce que Devil May Cry 4 ne vieillira jamais pour celles et ceux qui voudront bien s'y investir. Il restera malheureusement toujours terriblement clivant et deviendra sûrement de plus en plus moyen pour les joueurs occasionnels, mais pour les autres, il ne vieillira jamais. C'est le privilège de ces jeux qui placent le joueur au centre de leur expérience et de leur appréciation. Alors que l'édition 2016 du marathon caritatif de speedrun Awesome Games Done Quick vient de s'achever, nous avons tous eu l'occasion d'en voir de nombreux exemples, parmi lesquels se trouvait logiquement Devil May Cry 4. Ces jeux, souvent à score, souvent d'apparence simple et souvent japonais, partagent le fait d'être appréciés aujourd'hui pour leur système et les possibilités qu'ils offrent aux joueurs, plus que pour leur aspect ou leurs propos. Voir Super Metroid fini à l'envers, entièrement à la main et à la manette, a quelque chose de mystique et de surréaliste qu'on peut retrouver dans certaines vidéos de combos exécutés dans Devil May Cry 4. Dans les deux cas, nous sommes témoins d'exploits tellement complexes à réaliser qu'ils font de leurs auteurs des héros à la mesure des personnages qu'ils incarnent. Et il n'est donc pas étonnant d'avoir pu trouver DMC4 au milieu des Mega Man, Bloodborne, Mario et autres Castlevania qui ont rythmé cet AGDQ 2016. Parce qu'il est et restera, comme eux, indémodable.
l'écart et on touche là à une très belle particularité du jeu vidéo que Devil May Cry 4 illustre assez bien pour qu'il soit toujours justifié d'en parler, car quand Dante virevolte aux quatre coins de l'écran pour en éradiquer tous les ennemis dans un déluge de flegmes et de mouvements improbables, le héros, c'est le joueur. Bon, bah, si on se met à faire la critique des jeux qu'on a bien aimés mais qui sont sortis il y a longtemps, moi, j'aimerais bien parler de Crash Bandicoot ou Pandemonium. Bah, Pandemonium, mais ok, c'est noté. Et écoute, ils vont sûrement faire un remaster HD bientôt de toute façon. Et à ce moment-là, tu pourras en parler. Voilà. Mais il faut que ce soit bien, parce que Devil May Cry 4, c'est quand même un très bon jeu. Voilà, on va enfin parler un peu de toi et de ce que tu fais, Jean-Noël. Donc, on a abordé les notions de intelligence artificielle et de general game playing. Je suppose que plein de gens ne savent pas forcément ce que c'est. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Je suis enseignant à l'Université Paris 8, enseignant d'informatique. Et à côté, effectivement, j'ai des activités de recherche qui tournent un peu autour de l'intelligence artificielle, surtout pour les jeux. En fait. Des activités de recherche que tu fais dans le cadre de ton travail à l'université, ou c'est plus toi qui... Si, c'est dans le cadre de... On est plusieurs collègues à travailler là-dessus, donc effectivement, c'est dans le cadre de mon travail. D'accord. Donc, general game playing, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est un domaine de l'intelligence artificielle où on essaye effectivement de concevoir des programmes qui sont capables de jouer à des jeux sans connaître les règles à l'avance, en fait, quoi. Donc, ils sont capables de jouer à une grande quantité de jeux. Il suffit pour ça d'écrire les règles du jeu et à ce moment-là, normalement, il est censé être opérationnel pour jouer à ces jeux-là. Alors, dans le cadre du GGP, on se limite à des jeux type des jeux de réflexion combinatoire, comme les dames, les échecs, le sudoku, ce type de jeu-là. D'accord. Et donc, tu dis qu'il est capable de jouer à n'importe quel jeu. Tu as parlé du fait de mettre les règles, d'insérer les règles, mais il faut bien comprendre que c'est immédiat. C'est-à-dire, il est capable, à partir du moment où il a ses règles... Effectivement, il y a une notion de temps, effectivement. Une partie se déroule toujours de la même manière. Les joueurs, les intelligences artificielles, les programmes reçoivent les règles. Ils ont à peu près 1 minute pour faire du processing de ces règles, essayer de les analyser. Et ensuite, ils commencent à s'affronter, comme ça, en jouant un coup toutes les 10 secondes, l'un après l'autre, comme on peut imaginer une partie d'échecs entre deux humains. Voilà, donc ça, tu dis General Game Playing, c'est une ligue, une association, enfin en tout cas c'est une petite communauté, voilà. Qui s'intéresse à ces thématiques de recherche. Donc c'est très lié à l'intelligence artificielle en général. Mais ça, effectivement, le fait que ça soit général et qu'on ne connaisse pas les règles à l'avance, effectivement, ça permet de faire de la recherche en IA dans laquelle on minimise effectivement les apports d'expertise humaine. Voilà, et on essaye de voir comment la machine se débrouille toute seule, quoi. Mais à partir, par exemple, juste pour prendre le cas des échecs, à partir du moment où tu as donné les règles, avec les IA les assimilent, donc ok, moi je connais les échecs, façon Néo, je connais le Kung Fu. Bon ben, j'ai du mal à concevoir, bon, parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais pourquoi est-ce que 2 IA, ben, du coup, elles ont le même niveau tout de suite? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de... Elles n'ont pas forcément le même niveau, donc c'est pour ça qu'on fait des compétitions, justement, c'est pour essayer de mesurer... mais les deux connaissent les règles, voilà, qu'est-ce que tu fais en plus? Mais ils ont pas été programmés de la même manière, du coup. Oui, c'est ça, quoi. Mais là, les règles, c'est juste les règles. C'est qu'on t'explique que telle pièce peut se déplacer de telle manière, c'est tout ce qu'on te dit. Ah, d'accord. Et qu'à la fin, si on est dans cette position-là, t'as perdu. Si t'es dans cette position-là, t'as gagné. C'est ça les règles du jeu, quoi. Mais chacun apporte son IA, c'est ça, pour l'affronter. En fait, il n'y a qu'une seule IA qui est capable de jouer à n'importe quel jeu à partir du moment où on voit ces règles. Évidemment, les règles sont envoyées dans un certain format, un peu comme j'ai expliqué. Donc, ça explique dans telle situation, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire et quand est-ce qu'on a gagné, quand est-ce qu'on a perdu. Et donc là, la grande différence, tu parlais d'apport humain, généralement, là qu'on n'a pas trop, c'est que habituellement, une IA spécialisée dans, disons, le jeu d'échecs, on en parlait un petit peu avant l'émission, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte, en gros, dans le programme, des cas de vraies parties ou des connaissances humaines, en tous les cas, sur lesquels le programme peut se baser pour déduire des... Typiquement, quand on apprend aux gens à jouer aux échecs, on leur dit que les pièces ont de certaines valeurs, et donc à partir de là, on peut aussi estimer la valeur du matériel qu'on a en face de soi, et les bonnes
les bons programmes qui jouent bien aux échecs. Ils ont aussi des collections de fin de partie de professionnels et se basent là-dessus aussi pour essayer de bien jouer. Et est-ce qu'elle se base sur des parties qu'elles-mêmes elles ont déjà faites Alors ça, c'est ce qu'on fait nous et c'est ce que font aussi toutes les IA qui jouent à ce type de jeu. C'est que pour pouvoir bien jouer, elles s'affrontent elles-mêmes. Mais donc il y a une notion d'apprentissage de Oui, tout ça. tout à fait, oui. Donc elles apprennent en jouant contre elles-mêmes, elles essayent de jouer de mieux en mieux, quoi. Ça te fait peur, quoi. Ah, c'est le soulèvement des machines. Il faut arrêter les travaux. Il faut bombarder la ligue globale. Non, mais, on va en parler un peu plus tard, justement. Peut-être qu'il faut pas trop avoir peur parce que intelligence artificielle, c'est peut-être un bien grand mot pour l'instant, même quand on parle d'apprentissage. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais avant tout ça pour être sûr, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être très nébuleux pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Quand on parle parce qu'il y a des compétitions qui s'organisent, donc en General Game Playing, et c'est comment se passent ces compétitions en gros. Est-ce que tu peux détailler un petit peu le fonctionnement? Alors, on s'inscrit, donc c'est une petite communauté, donc c'est souvent les mêmes équipes qui s'affrontent, mais bon, il y a un peu des nouveaux chaque année. Typiquement, une compétition, ça se déroule en 2 jours. Le premier jour, c'est des éliminatoires, afin de conserver un nombre de joueurs raisonnable pour le deuxième jour, qui est plutôt sous la forme d'un tournoi. Et donc le premier jour, donc les IA jouent à des jeux qui peuvent être des jeux à un seul joueur, donc de type puzzle, par exemple le Sudoku, des jeux à 2 joueurs et des jeux à éventuellement plus de joueurs. Et ça, ce premier jour, ça joue au score. Donc en gros, quand tu as gagné, tu as 100, quand tu as perdu, tu as 0, et puis éventuellement sur certains jeux, des scores intermédiaires. Donc ça joue au score, et puis après on prend les N meilleurs, et le deuxième jour, à ce moment-là, ça se joue sous la forme d'un tournoi. Donc en fonction des scores de départ, il y a des poules qui ont été créées, et puis voilà. Donc, ça, un 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et concrètement, chaque participant a donc programmé son joueur. Ouais, exactement. Il faut préciser, à chaque fois qu'on dit joueur, ici, on parle en fait d'intelligence artificielle. Oui, c'est pas des humains. Donc chaque participant a programmé son joueur. Et ensuite, la liste des jeux est révélée le plus tard possible, j'imagine, la liste des jeux qui vont être joués. Pas du tout la liste, en fait. C'est à chaque moment. Dès qu'il y a un jeu qui arrive, il arrive au moment où il arrive, en fait. D'accord. Et ensuite, donc, c'est ce que tu expliquais un peu tout à l'heure, les règles sont communiquées, entre guillemets, aux joueurs, qui ont 1 minute pour les interpréter. Pour faire tout ce qu'ils veulent dessus, avant le premier coup, effectivement, qui a lieu en général, au bout d'1 minute, quelque chose comme ça. Et ensuite, les parties se font les unes à la suite des autres. Tout ça se fait sur un serveur dédié, n'est-ce pas il y a un serveur qui est chargé, en fait, de distribuer les jeux. D'accord. Donc il y a un serveur qui distribue les jeux, et par contre les différents programmes, eux, ils sont partout dans le monde en fait, quoi. Nous, notre programme, il tourne à l'université Paris 8, donc sur une machine là-bas. Et en fait, le serveur, c'est mon joueur, quoi. C'est lui qui attend qu'on lui donne des jeux. Ouais. Et en fait, il y a aussi un tournoi permanent sur un site où en fait il suffit d'inscrire son joueur dessus, et ce site envoie des jeux, provoque des affrontements entre les différents joueurs qui sont entre guillemets abonnés à ce site. On peut d'ailleurs aussi, je crois, j'étais allé sur le site de General Game Playing où on peut, il me semble, déjà revoir des parties qui ont été jouées par les IA entre elles, et aussi nous jouer à des jeux. Enfin, tu peux tester, je crois, de jouer contre une IA. Oui, c'est ça. On peut décider d'affronter une IA. Alors après, je sais pas comment il distribue le jeu, à qui il le distribue, mais effectivement, c'est possible. Mais il faut comprendre le jeu aussi. Oui. C'est-à-dire que tous les jeux n'ont pas de description non plus. Moi-même, mon joueur, il ne sait pas forcément à quoi il joue, en fait. Ouais. Donc, à la fin de chaque compétition, souvent, mais c'est plutôt la compétition d'été, on fait affronter aussi le meilleur joueur face à un humain sur un jeu donné. Et donc, on fait un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on donne à l'humain une petite fiche dans laquelle il écrit les règles de jeu, et donc il doit les apprendre lui aussi en 1 minute en lisant le petit descriptif qui lui est donné, quoi. Général, le joueur se débrouille bien du coup par rapport à l'humain généralement. En général, l'humain est battu. Tu peux. Ah non, l'humain est battu. Ah oui, non, tu peux. Souvent, l'humain est battu. Évidemment. Mais parce qu'on joue pas aux échecs. Oui.
Enfin, les échecs, il y a des très bonnes machines pour le faire, mais effectivement, nos joueurs qui sont vraiment des joueurs très généraux, ils jouent de manière assez médiocre aux échecs. Hein. Parce que justement, là, on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Par exemple, toi, dans ton cas, pour ton joueur qui s'appelle Le Joueur, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Tu lui as donné. C'est un très bon nom. Voilà, c'est un peu l'ancêtre pour les anglophones. Et comment, en gros, en restant simple, hein, parce que j'imagine qu'on n'y comprendra rien sinon, quel est le principe de fonctionnement, en gros, de ce programme-là, de ce joueur? Le principe général, c'est déjà récupérer les règles, donc les parser, et faire un traitement sur les règles de manière à pouvoir simuler des parties très rapidement. Donc c'est une technique qui est pratiquement utilisée par tous les joueurs de ces compétitions actuellement, c'est qu'à partir d'une description, qui est une description avec juste des petites phrases logiques en disant si ta pièce est là et que cette case-là est vide, à ce moment-là tu peux bouger de ce côté-là. À partir d'une description qui est très générale comme ça, on produit une espèce de gros circuit électronique où en entrée on a la position courante et en sortie on a des fils qui nous disent qu'est-ce qu'on a le droit de bouger, etc. quoi. Donc ça c'est une transformation qui permet en fait de faire des simulations très 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 rapidement. Et une fois que cette transformation est faite, si on y arrive dans le temps imparti, sinon on a d'autres techniques pour remédier à ça. À ce moment-là, le joueur commence à jouer plein de parties contre lui-même. Mais tout ça, ça se fait en secondes. Enfin, ça se Oui, il le fait. C'est ça. Faire des centaines de milliers de parties par seconde. Ça dépend du jeu. Il y a des jeux très complexes, des jeux mais bon, certains jeux, ça peut être, il fait 100 000 parties par seconde contre lui-même. Et à partir de là, il commence à trouver quels sont les bons coups, quels sont les mauvais coups. Et dès qu'il commence à avoir un bon coup, il commence à essayer de jouer, enfin de s'imaginer qu'il va jouer celui-là au prochain coup. Et puis, comme il joue contre lui-même, son pseudo-adversaire, voilà, c'est pour ça que ça prend du mal, mais c'est pour ça que c'est dangereux. Essaye de le contrer, etc., etc. C'est dangereux. Donc le principe général, c'est ça s'appelle les méthodes de Monte Carlo. Donc c'est des simulations aléatoires en fait de jeu. Et au bout d'un moment, émerge effectivement en déroulant toutes les possibilités jusqu'à un certain niveau de stratégie. Il arrive à trouver effectivement que certains coups sont meilleurs que d'autres. D'accord, et donc ça se fait, encore une fois, je veux bien insister là-dessus, ça se fait en temps réel, au moment où le joueur découvre le jeu. Voilà, exactement. Ça se fait immédiatement, et donc a priori, les deux joueurs font à peu près la même chose. Oui, ils font à peu près la même chose. D'ailleurs, oui, la plupart, tu disais, on retrouve vraiment un fonctionnement très similaire d'un joueur à l'autre, ou il y a quelques origines? Ce fonctionnement de base, il y avait certains joueurs, mais ils n'étaient pas là pour la dernière compétition, qui avaient vraiment une autre approche. Effectivement, ils analysaient vraiment les règles, essayaient de faire du raisonnement sur les règles. Donc là, on est vraiment plus force brute, c'est-à-dire qu'on a transformé les règles en une grosse boîte noire qui nous permet de faire des simulations très rapides. Donc la plupart des joueurs utilisent ça. Après, il y a d'autres choses qui se rajoutent dessus. C'est que des fois, il y a des joueurs qui essayent de décomposer les jeux en plusieurs parties. Parce qu'il y a des jeux, en fait, peut-être par conception ou parce qu'ils sont comme ça, ils sont entre guillemets décomposables. On peut imaginer, par exemple, si on joue aux dames, on peut jouer sur les cases blanches et sur les cases noires. Oui. Donc en fait, on a deux jeux de dames en même temps. Donc en fait, le jeu est décomposable. Et si on ne le décompose pas, effectivement, la combinatoire explose. C'est-à-dire que le nombre de possibilités est énorme, le nombre de parties possibles est énorme. Alors que si on se constate qu'effectivement le jeu peut être décomposé en deux parties, ça réduit fortement la combinatoire. Donc ça, c'est une approche. Il y a aussi d'autres joueurs qui essayent de détecter qu'effectivement le jeu se joue sur une grille. Bon, mon joueur, il fait pas du tout ça, quoi. Donc il sait pas du tout, s'il joue sur un échiquier, il sait pas que c'est un échiquier, quoi. C'est étonnant de se dire, on parle de machine, faut bien le garder en tête, mais c'est étonnant de se dire qu'en fait, le joueur, il ne sait pas à quoi il joue, vraiment, que c'est pas vraiment son... Non, c'est comme si on jouait à un jeu vidéo, les yeux fermés, les oreilles bouchées, et puis on s'amuse avec la manette, et puis de temps en temps, on reçoit une baffe qu'on a perdu. Et puis, mais sinon, on joue vraiment complètement. C'est très pavlovien. C'est du essai-erreur. C'est du essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un bon programmeur de joueurs et qu'est-ce qui fait la différence entre vous en fait au sein de votre communauté, vu que alors, il y a un paramètre qui est
assez important, c'est combien tu fais de simulations par seconde, quoi. C'est basé là-dessus, en fait. C'est de la puissance, c'est la puissance de calcul, quoi. Donc, qu'est-ce que tu arrives à faire avec ta puissance de calcul? Ça, c'est un gros paramètre, quoi. D'accord. La technique générale est bien connue. Donc, ces explorations d'arbres par des méthodes de Monte Carlo, donc c'est des méthodes qui sont connues et qui sont très utilisées, même dans l'IA spécialisée. Donc ça joue beaucoup et après c'est des petits ajouts comme ça qu'on peut mettre dans les joueurs, mais qui sont à double tranchant. C'est-à-dire que des joueurs qui vont estimer par exemple sur le jeu d'échecs le coût du matériel, donc il va se rendre compte qu'effectivement une reine, voilà, une dame, par exemple 50 points sur une reine. voilà, c'est ça, qu'elle a une grande mobilité, qu'elle peut tout capturer et tout ça, quoi. Donc il va essayer de faire ça, et puis du coup il va falloir essayer de combiner le fait qu'on fait des simulations aléatoires avec cette connaissance qui a été apprise, mais ça double tranchant parce qu'après on peut toujours, c'est ce que j'ai toujours, on peut toujours inventer un jeu pour lequel on fait croire, enfin, qui est suffisamment complexe pour faire croire à la machine qu'une pièce a beaucoup de valeur, alors qu'en fait pas du tout, quoi. Je sens qu'il y a des super stratégies à faire avec juste des pions et que ça penche aussi. Ah, mais il y a des jeux très très simples qui sont très combinatoires, enfin d'apparence très simple, mais qui sont vraiment très intéressants du point de vue des stratégies. Bah, tout ce qui est Go, tout ça, enfin, on se dit. Alors, Go, ouais. se dit à la Justement, base, ces méthodes-là sont très utilisées. C'est la première fois qu'on arrivait. Bon, effectivement, on n'arrive pas au niveau des professionnels de Go, hein, même des fois des amateurs. Mais enfin, ces techniques-là, ouais, pour le Go, ont commencé à bien marcher. Hein, ça fait pas tellement longtemps qu'on les utilise. Je sais plus ce que je voulais dire. mais donc en gros, oui, tu disais juste avant, là tu parlais un peu du côté un peu à double tranchant de certaines méthodes, et j'ai l'impression que c'est finalement, dans le cadre de cette compétition, peut-être le fait d'essayer de se spécialiser peut être un peu dangereux, dans le sens où on reste sur quelque chose dont le but, enfin c'est dans le nom général, enfin, le but c'est d'arriver à jouer à le plus de jeux différents possibles, de nature possiblement très différente. Voilà. Là, dans la liste de jeux disponibles, enfin qui est proposée aux joueurs, elle est quand même assez conséquente, hein. Il y en a plusieurs dizaines en permanence, et je suppose que les compétitions se font autour de... J'avais vu la liste des dernières, c'est une quinzaine, je crois, en tout. De jeux, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ils sont joués plusieurs fois. Ouais. Bon, évidemment, c'est une compétition, donc comme toutes les compétitions, même les compétitions humaines, ça vaut pas une étude scientifique, effectivement, où on fait vraiment s'affronter les joueurs sur vraiment un nombre de parties plus significatif. Mais bon, ça donne une petite idée, effectivement, de quels sont les joueurs qui se débrouillent bien. Ouais. Et d'ailleurs, je me rends compte maintenant, je suis désolé qu'on l'a pas précisé, mais en fait, tu as gagné, Voilà. ton joueur a gagné en décembre dernier. Pour la première fois, ouais. C'est la première fois que Oui, j'étais arrivé deuxième il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Cet été, je suis complètement ramassé parce qu'en fait, il y avait un bug dans le programme. Alors ça, les bugs, c'est intraitable, quoi. Quand un bug dans ton programme, t'es éliminé. Enfin, il fait plus rien. Donc la dernière fois, c'était lamentable. La fois d'avant, j'étais deuxième. Et puis là, effectivement, j'ai réussi à attraper la première place. Ça tourne, on retrouve souvent les mêmes personnes. Les bons, on les voit toujours, hein, effectivement. Quoi. Mais là, parmi les bons ces dernières années, effectivement, ça a un peu tourné, chacun son tour. Hein, Et donc en gros, j'imagine que pour toi et les autres qui restent un petit peu comme ça dans les premières places, à la base il y a un programme qui est conçu, un joueur qui est conçu pour la première participation, disons, et après d'année en année, enfin ou de compétition en compétition, c'est de l'amélioration un petit peu. Oui, on l'améliore, effectivement. Ça t'est arrivé de repartir de zéro en te disant non, oula, là, en fait, ça c'est le truc de programmeur, c'est qu'après évidemment je dis bon, ça c'est dégueulasse, je repars de zéro, mais avec l'expérience quand même du truc précédent, et donc effectivement ça se programme beaucoup plus vite, tu récupères des choses, donc oui, régulièrement c'est bien de faire table rase et de dire je recommence. Mais sinon effectivement on le fait évoluer au fur et à mesure, le but étant d'éviter d'introduire des bugs dans le programme. Pendant la compétition, est-ce que tu regardes ton joueur jouer? Est-ce que tu es un peu dans les gradins? C'est un peu stressant. Les compétitions d'été, à chaque fois, ils font même un stream sur Twitch. D'accord. Il y a une petite dimension mystique quand même quand il y a des affrontements, moi, des trucs pas du tout rationnels, parce qu'on parle de machines avec des codes et tout. Moi, je regarde plus parce qu'il y a des visualisations qui sont faites. Hein. Enfin, les visualisations, c'est juste fait pour les humains. Quoi. Donc à partir des règles et de la position du jeu, donc on a une visualisation, donc on voit les pions se déplacer ou c'est un autre type de jeu. Enfin, je parle toujours des échiquiers et des pions. C'est les choses les plus visuelles, mais on peut imaginer d'autres jeux.
type Sokoban ou des choses comme ça. On a poussé, ça c'est pour un joueur. Sokoban, Moi, c'est ce truc où il faut pousser des pièces dans un endroit, c'est un puzzle. Hein. Ouais. Et moi, ce que je regarde surtout, c'est les logs de ma machine pour regarder quel score elle est en train d'atteindre. Est-ce qu'elle a de la bonne confiance pour le prochain coup qu'elle va jouer, en sachant que je sais même pas quel coup c'est, parce que comme les descriptions sont un peu cryptées entre guillemets, pour éviter qu'il y ait des joueurs qui sachent d'avance ce à quoi ils vont jouer ou qui font le traitement. Bon, juste un petit truc comme ça. Moi, je regarde ça. Donc, je regarde des nombres, en fait, des pourcentages de gains, des choses comme ça. Je les regarde et je fais. Bon, c'est juste un pourcentage. Hein, tu regardes. Hein, si t'as 80%, tu dis oh, c'est bien parti. Hein. Et si tu vois 10, tu fais ok, je suis mal barré. Et puis quand il te dit c'est bon, je sais que j'ai perdu ou je sais que j'ai gagné. Ça doit être assez. C'est un petit peu triste quand même, qui perturbe. Enfin, ça doit être chelou parce que j'imagine tu dois avoir du mal à pas faire un style de personnification de ton IA. Enfin, je veux dire, toi, ça réfléchit. C'est comme ton enfant. Je crois pas du tout. Tu lui apprends des trucs et tout. Non, mais il y a un attachement quand même, non? Il n'y a pas un surnom. J'imaginais pas partir de ce côté-là, mais non, c'est vrai, pourquoi pas? Tu programmes ton IA, tu trucs et tout. Il y a les capacités d'apprendre. Il y a une notion de transmission de savoir. Ça doit Tu le reset. T'imagines quand tu non, le mais ouais, reset, tu tu te te chier. Non, mais des ça fois, doit faire mal au disant cœur. le jeu, j'ai gagné ou des, alors qu'en fait, on n'a rien fait quoi. T'as fait le. Oui, j'ai fait le joueur, programme. Ouais, t'as tendance à te dire que tu es la machine, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas d'affection particulière. Je pense pas qu'elle est intelligente, moins du monde. Hein. Et je me demande un truc. Est-ce que bon, c'est peut-être on part un peu plus dans l'abstrait là, mais est-ce qu'il est envisageable ou est-ce que des gens ont essayé d'apprendre à leurs joueurs la triche, le principe de triche? Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible de tricher. Non. C'est impossible. Dans le cadre de ces jeux-là, c'est impossible de tricher parce que effectivement, les règles sont les règles. Et si elles sont, si on essaie de bouger une pièce là où on ne doit pas la bouger, le serveur le game master, le maître du jeu, se rend compte que ce coup est illégal et il est. D'accord. On ne peut pas le soudoyer. J'avais un plan machiavélique. Non, mais en revanche, sur des. Après, là, c'est vraiment appliqué sur ce type de jeu. Maintenant, on essaie de faire évoluer ça sur du jeu vidéo. Ou des, on a vu un exemple sur Super Mario il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu. Il y a une nouvelle communauté comme ça qui essaie de faire ça. Là, à ce moment-là, sur un jeu type Mario, si on a un joueur. Qui essaye de faire un peu ce qu'il veut pour essayer d'avancer. Là, on peut détecter des glitches ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc, on pourrait dire que c'est de la triche, mais en fait, le jeu l'autorise, quoi. Mais, oui, bien sûr. Mais par rapport à un humain, ça serait un peu surprenant. C'est un type de jeu, une manière de jouer un peu surprenante. Mais d'ailleurs, donc ça me fait venir un peu par les triches là, un peu à autre chose, enfin un dérivé un petit peu de tout ça, du general game playing et de l'IA en règle générale. C'est cette appellation intelligence artificielle, en règle générale, dès qu'on parle d'intelligence artificielle dans quelques domaines que ce soit, c'est pas un petit peu abusif dans le principe, dans ce que ça suggère est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Oui, déjà c'est une expression intelligence artificielle qui recouvre vraiment un grand nombre de techniques. Alors déjà, oui, effectivement, définir l'intelligence humaine, déjà, c'est déjà pas évident. Non, effectivement, oui, non, c'est abusif dans un certain sens. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a d'intelligent, c'est quand la machine arrive à faire croire à l'humain qu'elle est intelligente. Mais elle n'est pas intelligente. Enfin, en ce qui me concerne, je ne dirais pas qu'elle est intelligente. Qu'elle fait très, très bien semblant. Quoi. Ouais. C'est que de toute façon, il n'y a pas vraiment de notion, j'imagine, aléatoire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans la prise de décision d'une machine, quoi qu'il en soit, avec ce qu'on a actuellement, en tout cas. Oui, les machines, elles sont complètement prévisibles. Oui, c'est ça. Bon, effectivement, il y a de la complexité et de plus en plus grande. Effectivement, quand on regarde une console des années 80, où effectivement, on mettait la cartouche, peu de mémoire, donc on savait exactement ce qu'allait se passer. Donc c'est assez simple. Là, bon, avec les jeux de maintenant, les machines de maintenant, en plus quand c'est en réseau, les choses comme ça, il y a l'aléatoire un peu plus. Donc là, c'est beaucoup plus complexe.
Et donc, mais théoriquement, on peut dire que c'est toujours le même, sur le même principe. Et donc, les machines sont totalement prévisibles et donc elles peuvent pas être intelligentes. Après, ça peut poser une autre question philosophique aussi. Est-ce que nous aussi, on est vraiment intelligent? Est-ce qu'on a La question se pose, hein, souvent. La question se pose. a-t-on un libre arbitre? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question se pose aussi pour de vrai. C'est un Oui, c'est un sujet de bac. Est-ce qu'on a créé des general back playing, enfin des robots qui seraient capables de faire des sujets de back Il n'y a pas besoin d'un robot. Il n'y a pas besoin d'un robot. Il suffit d'un scanner et une imprimante. Hein, oui, tout simplement. Ouais, parfois on se complique la vie. Par contre, on fait des robots qui... c'est aussi une branche de l'IA, effectivement, de faire bouger des robots humanoïdes ou non, d'une certaine manière. Donc là aussi, il y a des compétitions. Là, tous ces events, tout ce plaisir que vous prenez à faire tout ça, est-ce que ça sert à autre chose que vous faire kiffer en fait? Est-ce qu'il y a des applications derrière, il y a des études, des travaux qui se font, des étudiants qui, je sais pas? Oui, c'est pas mal. C'est surtout les équipes de recherche qui s'intéressent à ça et effectivement s'intéresser en particulier à jouer à des jeux. Et la manière dont on le fait, effectivement, ça peut faire émerger des techniques effectivement, qui peuvent s'appliquer ensuite à d'autres domaines, qui restent autour de l'intelligence artificielle, mais qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines. Et en même temps, c'est une manière ludique aussi quand on enseigne aux étudiants, pour leur faire des choses un peu sympas. Oui. Là, on s'approche de la fin de l'émission. Est-ce que tu as déjà en tête, on va faire ça comme une interview de sportif. Donc là, bientôt une nouvelle compétition. Comment tu abordes un petit peu ces nouveaux matchs? Je sais pas, j'aimerais avoir plus de temps pour m'y consacrer un peu plus. Mais déjà, tu comptes continuer à participer à ces événements-là? Oui, c'est un peu... Oui. Ça serait un peu l'âge de partir avec la victoire. Bon les mecs, merci pour tout, c'était cool. Donc oui, essayer d'améliorer ça et puis peut-être essayer regarder un peu d'autres choses parce que là le général video game playing ça c'est autre chose que le general game playing et c'est plus vraiment sur ça s'applique plus pour s'appliquer à des jeux vidéo type classique arcade. Ouais. Des jeux de combat et tout. Ça, c'est possible, oui, du type Pac-Man, voilà, exactement, Boulder Dash, des choses comme ça, quoi. Enfin, des jeux qui sont d'apparence, qui sont plus simples parce que, effectivement, les personnages sont dans des cases bien déterminées ou des choses comme ça. Ça, ou regarder un peu au niveau des émulateurs de consoles, ce qu'on est capable de faire. Il y en a qui ont fait des choses vraiment très, très bien là-dessus, quoi, qui sont assez bluffantes. D'accord. Et pour le General Game Playing, avec donc ton programme Le Joueur, tu as déjà en tête t'as des choses que tu sais que tu dois améliorer? Oui, toujours des choses, pendant longtemps, les dernières compétitions, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû rajouter ça. Donc il y a pas mal de choses effectivement à améliorer. Là, on travaille pas mal sur le plan tactique, je pense. Mais non, mais tu sais pas en fait quoi. La tactique, c'est lui qui la décide. Quoi. Ouais, oui, donc oui, au milieu, il y a les choses purement programmation, effectivement de le faire plus efficace. Et puis ensuite, il y a les techniques à rajouter. Donc pour voir un peu tout ce qui sort comme nouvelles techniques et puis voir si elles sont possibles. Il y a beaucoup dans la communauté, ça partage beaucoup. Oui, mais c'est le monde de la recherche scientifique. C'est ça. Donc les publications sont. On écrit des articles et puis on expose notre travail dans des conférences. Donc ça n'existe pas ces gens qui, pour gagner la compétition, qui se fait dire non, moi j'ai une technique, mais et qui mettent leur bras comme ça sur. Non, mais il y en a, c'est juste, ils font ça, c'est leur hobby, et donc il y en a qui partagent volontiers, et puis d'autres qui gardent leur secret. Ah, peut y avoir quand même un petit peu ce côté. Ouais, pourquoi pas. Bon, mais ça fait d'autant plus plaisir quand tu les défonces, j'imagine. Tout à l'heure, tu parlais de puissance de calcul qui pouvait aider. Quand tu parles de puissance de calcul, c'est en gros de l'optimisation de code ou c'est concrètement le hardware sur lequel tourne il y a surtout, c'est surtout il y a deux choses quoi, mais je dirais que c'est déjà le code à la base. D'accord. Quoi. Parce que multiplier le nombre de machines, c'est toujours possible. Mais en même temps, c'est les si problèmes de communication entre les machines. Si tu te connectes sur
C'est un cloud. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux te préparer Ça à pose d'autres une machine de problèmes. combat en fait pour, Ouais, pour mais la au bout d'un prochaine. moment, elle va être limitée parce qu'au bout d'un moment, il faut centraliser les résultats. Mais effectivement, plus t'en mets, plus c'est susceptible de s'améliorer, même si, à mon avis, il doit y avoir un palier au bout d'un certain temps, quoi. Non, c'est surtout de l'optimisation de code. On tourne sur une seule machine, mais qui est quand même assez grosse, parce qu'elle a 48 cœurs qui tournent, et puis beaucoup de mémoire, quoi. C'est pas mal. Et puis en même temps, avec le processing que je fais des règles du jeu, à chaque fois qu'il fait une simulation de jeu, en fait, il en fait 64 en même temps, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est du codage. Ça. Donc il y a la partie codage et puis la partie aussi derrière le hardware qui doit suivre. Même on a regardé aussi qu'on va faire tourner ça sur des GPU, parce que donc les cartes graphiques qui ont beaucoup de cœur et donc qui permettent aussi susceptibles de faire plein de simulations aussi, quoi. Mais voilà, en gros, quand quelqu'un gagne cette compète, c'est pas parce que il avait plus de matos, un matos de meilleure qualité. C'est vraiment avant tout parce ses qu'il a- compétences de. Bah, ça joue pas mal, ouais. Là, je vais pas nier le fait qu'effectivement d'avoir une grosse infrastructure de calcul, ça joue quand même pas mal. Mais pendant pas mal d'années, il y avait un joueur qui était extrêmement bon et qui avait remporté quelques compétitions et qui venait à la compète avec son portable. D'accord. Ah ouais. Il dit c'est là-dessus que ça tourne. Et donc ce sera ma dernière question parce que il est déjà temps de se quitter, mais peut-être la plus importante. Est-ce que l'ordinateur sur lequel tourne le programme, tu l'as un petit peu costaud? Est-ce que tu sais, toi, comme si c'est ton vélo, il est joli, tu mets des stickers dessus et tout. Déjà c'est pas le mien. Tiens, vraiment, ouais, c'est vrai. Donc on le partage Ouais. et non, il est pas très sexy. C'est un gros rack. Dans les salles serveurs, une espèce de grosse armoire comme ça et puis on rack des ordinateurs dedans, D'accord. quoi. Donc c'est un peu il est Ah, pas c'est très, horrible. mais bon, il est capricieux, c'est-à-dire que il a l'habitude de tomber en panne 2 jours avant la compétition. Oui. Non, mais ça, c'est la des pression, choses comme ça. c'est quoi. le stress. C'est des examens, bien sûr. Il faudrait lui mettre, je pense, un petit maillot avec un numéro comme un joueur. Tu vois, c'est aussi ça, c'est important le décorum et puis ça le motive. Ça joue, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est un sujet que je connaissais pas du tout avant, donc qui était un petit peu nébuleux pour moi. J'espère que c'est devenu un peu plus clair pour tout le monde. Je trouve ça très intéressant. Donc encore une fois, on peut sur internet, donc que ce soit General Game Playing ou General Video Game Playing, il y a des sites qui sont consacrés Il y à a ça. même des starter kits, donc pour les programmeurs en herbe ou confirmés, effectivement, il y a des moyens de se lancer là-dedans. Voilà, on peut se renseigner, on peut voir des parties, on peut même se lancer dedans si ça nous intéresse. Et j'invite tout le monde à le faire parce que c'est intéressant et c'est peut-être là que se joue le soulèvement des machines comme tu as l'air de le penser. Donc autant se renseigner le plus vite possible. Le turfu, comme on l'appelle. Le turfu comme on l'appelle C'est souvent. déjà trop tard. Voilà, peut-être. Donc merci encore, merci à vous comme d'habitude et merci à vous surtout. J'espère que cette nouvelle formule 2 semaines en 1 vous plaît et on se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel hebdo. J'y vais.